Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans l'émission 95 de l'étude de la famille contemporaine avec Stéphane depuis Périgueux et le Périgord. Alors vous l'avez entendu, aujourd'hui une nouvelle fin de générique, nous avons renommé l'émission, enseignement Jaftamer, il faut savoir écouter quand les invités vous disent que le titre est trop provoquant. Cette émission s'appellera donc, à partir d'aujourd'hui, Famille, Justice, Enfance. La thématique ne change absolument pas, ni plus que les formats. Nous continuons d'étudier effectivement le monde de la famille contemporaine, ses rapports avec la justice familiale et la justice des enfants, ce qui concerne la famille, la gestion des conflits familiaux et bien évidemment l'enfance, la parentalité, la protection de l'enfance et le tout via le regard des pères et des papas d'aujourd'hui. C'est le concept de famille, justice, enfance. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Actualité cette semaine avec pétition, celle lancée par maître Michel Hamas, avocat, qui sera avec nous non pas vendredi prochain, mais celui d'après, pour une série d'émissions dédiées à son travail. C'est une pétition pour la réforme de la procédure de placement des enfants qui a déjà recueilli 16 244 signatures. Elle est à destination de M. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Cette pétition part de l'ordonnance de 45 et des textes qui lui ont succédé visant à protéger l'enfance en danger. Le placement, qui devait être appliqué à l'origine de manière exceptionnelle, est désormais appliqué à des situations qui ne le sont pas, notamment le conflit père-mère. Le conflit père-mère engendre plus de 58% des placements en France aujourd'hui. Il y a également la situation désastreuse des femmes battues, la situation réelle de ces femmes battues, c'est que lorsque les violences sont trop excessives, la femme quitte le domicile avec son enfant et les services lui reprochent de ne pas protéger l'enfant des scènes de violence et vont lui prendre son enfant aussi. C'est absolument horrible, c'est double peine et cela représente actuellement 20% des dossiers. Les enfants malades ou autistes, les enfants vont se rapprocher. Les enfants malades ou autistes, les parents vont se rapprocher des services sociaux pour demander de l'aide. En demandant de l'aide, ils veulent une aide ménagère, mais une aide de type garderie et autres. Mais les services sociaux n'entendent pas comme ça. Ils prennent les enfants et ils les placent en prétextant que les parents sont dépassés. Cela représente plus de 10% des placements et après on ne revoit plus jamais l'enfant. Les abus sexuels, il y a évidemment des dossiers sexuels ahurissants, immondes, où il faut prendre une décision, mais nous avons une aggravation qui est due à la longueur du placement. La raison du placement est souvent discutable, ce qui va être beaucoup plus, c'est le traitement qui sera fait du dossier. Les placements se comptent rarement en mois, et dans plus de 90% des dossiers, ils se comptent en années. La moyenne du placement va être 2 et 4 ans. À la sortie du placement, les enfants sont en général brisés. Ils vont mal, ils ont été victimes de violences, d'agressions sexuelles, ils ont des pertes de niveau scolaire, et le placement ne renforce pas l'enfant mais lui fait beaucoup de mal au jour d'aujourd'hui tel qu'il est fait actuellement. Les placements longs détruisent les familles. La famille n'a absolument aucun recours. Le juge des enfants a un accord tacite avec les services sociaux qui pourtant sont tenus par des personnes qui ne sont pas assermentées et qui sont parfois très peu qualifiées, qui ne sont pas psychologues, ont fait 3 ans d'études dans le meilleur des cas. Et tout ceci entraîne une négation de la famille. Il y a également une absence du respect du principe du contradictoire. Il suffit que des services viennent et vous fassent des accusations, vous aurez beau crier, protester et démontrer votre bonne foi, on ne vous écoutera pas. Parce que si les services viennent en disant que vous êtes défaillant, si vous protestez, on considérera que vous êtes toujours défaillant. Il y a également une absence de caméras dans les tribunaux, donc tout ce qui est jugé est à huis clos. Nous avons des notes d'audience tenues par des greffes qui sont partial ou partiel, tout du moins, et effectivement, peut-être qu'il faudrait également des caméras accessibles par huissier dans ces enceintes. Il est donc important de réformer tout ceci. Donc Maître Hamas, qui a déjà fait voter l'an dernier à l'Assemblée nationale la non-séparation des fratries, le fait que les placements doivent se faire de manière prioritaire dans les familles et le fait que chaque enfant puisse avoir un avocat nommé par le bâtonnier, si possible, non pas si possible, c'est la loi qui veut cela maintenant, chaque enfant peut être représenté au juge des enfants, mais par un avocat nommé par le bâtonnier,
signé et non pas par l'un des deux parents, et qui travaille également à la mise en place d'un renforcement des pouvoirs de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, afin qu'il y ait un organisme de contrôle de ces services sociaux tenus par des personnes, nous le répétons, qui ne sont pas assermentées et contre lesquelles nous n'avons absolument aucun moyen de répondre lorsque elles viennent avec des rapports accusatoires et extrêmement parfois lourds à voir venir. Donc nous demandons que les rapports soient communiqués par les services sociaux au moins un mois avant les audiences et non pas devant la porte dans les 24 heures. Il faut que les décisions soient susceptibles d'appel et que l'appel soit fait dans les 2 mois, comme en matière pénale. Il faut que le juge réponde par ordonnance motivée aux demandes faites par les avocats, et ce dans les 15 jours de la demande, comme cela est le cas en matière d'instruction. Parce qu'aujourd'hui, l'avocat il peut écrire plusieurs fois, il ne se passe absolument rien, le juge fait ce qu'il veut, il n'est pas obligé de répondre aux avocats. Donc il n'y a plus de contradictoire, il n'y a plus de contre-pouvoir, et c'est quand même problématique. Donc cette pétition en ligne, vous cherchez Maître Hamas, pétition pour la réforme de la procédure de placement d'enfants. Il y a aujourd'hui 1944 signatures en 2 semaines et c'est important de la signer et de participer à ce mouvement. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Damien Meurant. Damien Meurant, vous en avez entendu parler l'an dernier, c'était notamment la marche des pères qui a fait Marseille-Paris avec une bonne couverture médiatique dont nous avons parlé ici, avec un repas notamment fin décembre aussi sur Paris que nous avons aussi retranscrit. Damien, tu vas bien ? Très bien, et vous? Bonjour Stéphane. Écoutez, bonjour tout le monde. Alors, tu es venu aujourd'hui parce que je crois que la marche des pères et tout se renomme et entame une seconde opération. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors, suite à la première marche, donc comme tu l'as très bien dit, qui faisait Marseille-Paris, on a été reçu à l'Assemblée nationale et au ministère de la Santé. Conseiller de Monsieur Adrien Taquet nous a reçus. C'est un peu l'interlocuteur dont on désirait pendant cette marche, donc on a été contents. Disons qu'après 2 rendez-vous assez concrets où on a eu l'occasion de s'exprimer, disons qu'on a été écoutés mais pas forcément entendus. On a obtenu des choses mais qui nous satisfont pas forcément. Donc on va faire la continuité de la première marche. Donc on va repartir de Paris pour aller cette fois sur Strasbourg, où là se trouvent toutes les institutions européennes, comme le Parlement européen ou la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis on va faire donc 500 km à pied à la même date que l'année dernière, soit départ le 10 novembre. Et effectivement, on a changé de nom pour être plus inclusif parce qu'il faut reconnaître que on a constaté forcément que comme la première fois, nous avions eu 2 femmes qui ont marché avec nous. Là, nous aurons 3 femmes qui font partie de l'équipe, dont 2 mamans qui eux aussi sont victimes de manque d'égalité parentale. Donc, dans le but d'être inclusif, d'inclure les mamans et les papas afin d'obtenir la même chose, de militer pour la même chose. Nous appelons maintenant la marche pour l'égalité parentale. Nous luttions depuis le début pour l'égalité parentale et non pour une reconnaissance, on luttait pas forcément pour une reconnaissance d'un manque de considération faite au père, mais on voulait vraiment s'attaquer à la racine qui est le manque d'égalité parentale tout court. Donc dans le but d'inclure maman, tonton, tata, etc. Nous avons changé de nom. Alors c'est intéressant, on va revenir sur ce point-là, parce qu'au niveau des statistiques, on voit que l'équité parentale, si tu veux, la problématique très souvent, c'est qu'il y a une espèce de sacralisation de la mère en Occident, qui a été reconnue par plusieurs auteurs. Et la défense des droits parentaux, effectivement, elle, n'est pas genrée, mais au niveau de l'égalité parentale, de l'équité parentale, on est obligé de dire que c'est un petit peu l'homme, effectivement, qui cherche sa place dans la famille. Alors, est-ce que tu peux expliciter le fait, normalement les femmes qui sont avec nous, c'est parce que ce sont des grands-mères, des cousines, des tantes, des tatas, des secondes conjointes. Quelle est cette parole aussi féminine que vous maintenant vous incluez dans votre marche ? Alors concrètement, on a 2 mamans dans l'équipe des 10 marcheurs qui vont faire donc Paris-Strasbourg. Il y a 2 mamans qui sont vraiment dans des cas personnels de manque d'égalité parentale. C'est-à-dire ? Effectivement, c'est-à-dire qu'ils voient leur enfant dit garde classique. D'ailleurs, un terme vraiment. C'est-à-dire elles font partie des 7% en cas de désaccord où la garde a été donnée au père. D'accord. Tout à fait. Un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Ouais, ce qui est insuffisant pour éduquer un enfant. Ça, on le sait tous. Oui, d'accord. Tout à fait. D'ailleurs, c'est triste d'entendre le mot garde classique à côté de si peu de contact. Bien sûr. Contact avec l'enfant. Effectivement, donc oui, bien sûr, quand on connaît les chiffres, il y a plus de papas qui sont victimes. Bien sûr, si on fait le prorata et si on fait la quantité, effectivement, ça c'est une chose. Seulement pour nous, ça c'est vraiment une conséquence du problème. C'est-à-dire que on pourrait baser notre discours sur ce fait-là. Seulement, il y a plusieurs choses. Donc, effectivement, quand on est parti de Marseille la première fois, disons qu'on est parti avec l'innocence des jeunes militants qui voulons défendre une cause. Et ça nous a beaucoup appris. Et en étudiant de près les chiffres, il y a aussi des choses qui vont pas dans le sens de ce qu'on pourrait penser tout de suite. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de 12% de résidences alternées,
c'est un chiffre qui veut tout et rien dire en fait. C'est-à-dire par exemple, quand on creuse vraiment les chiffres, à savoir combien de papas demandent cette résidence alternée, donc on arrive sur des chiffres qui disent que sur 100% des couples qui se séparent, 80% de ces couples-là se séparent en bonne entente. Donc en général, ils ont à peu près ce qu'ils demandent au JAF, ces 80%-là. Et ceci dit, dans ces 80% qui se séparent en bonne entente, qui ont ce qu'ils demandent, les chiffres ne sont pas beaucoup plus gros, un petit peu. Il y a 11% de résidences alternées dans ces 80%-là. Donc, c'est pas tant que ça. Donc, alors, à la fois, on a des papas qui veulent s'impliquer aujourd'hui, qui demandent des choses, qui ont du mal à les avoir, mais à la fois, il y a une grosse partie encore de papas qui ne sont pas, qui sont sur l'ancien modèle et qui laissent volontiers la garde malheureusement à la mère, parce qu'évidemment quand c'est des papas comme nous, des papas et des mamans, mais beaucoup de papas qui luttent pour avoir temps avec leur enfant, pour s'investir dans l'éducation, pour s'investir dans le sport, pour s'investir dans la vie de l'enfant, et qu'on nous le refuse, évidemment c'est dur à entendre, dur à comprendre, mais malheureusement c'est le cas. Donc les chiffres sont assez compliqués en fait à décortiquer. Parce que même si à première vue, on pourrait penser que oui, c'est très peu, 12% bien sûr, nous, on est tombé sur une étude de 2015 qui disait que dans les 20% donc, de couples qui se séparent en mauvaise entente, un seul pourcent est donné. Sur les 12%, il y a 1% qui représente ces 20% de couples qui se séparent en mauvaise entente, c'est-à-dire qui en résidence alternée. Donc, on l'a très peu. En fait, à partir du moment où il y a mauvaise entente entre les parents, ils ont du mal à donner la résidence alternée, chose que nous ne comprenons pas, puisque les dernières études ont démontré que la résidence alternée était un format qui apaisait les tensions entre le maman et la papa, alors que la justice, pour l'instant, ne le reconnaît pas du tout et pense que c'est un format qui ne convient pas en cas de conflit. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc Damien Meurant de la Marche des Pères qui vient nous voir aujourd'hui sur RLP. Effectivement, on a ce même constat que l'on fait depuis des années ici. Nous avons du mal à avoir des chiffres, à extraire la véritable signification des statistiques. C'est assez compliqué, c'est assez complexe. Donc nous allons rebondir sur cette marche de l'an dernier. Alors déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Est-ce que c'est éprouvant de faire 800 km en marchant quand il fait froid, en novembre? Et ensuite, ce battage médiatique, ces réceptions à Paris, ça a donné quoi? Vas-y, la marche et puis ensuite votre réception. Alors effectivement, on avait fait vraiment un gros travail en termes de communication en ce qui concerne les médias. On s'attendait à être un peu couvert, mais de là à être autant couvert, ça a été presque une surprise pour nous, notamment au jour du départ. Ah, vous avez fait tous les mainstreams nationaux, je crois. Oui, on était, comme je vous le dis, on s'attendait par exemple le jour du départ à avoir 3 médias, on avait les noms, et on s'est retrouvé avec vraiment quasi tous les médias. Une bonne surprise. Maintenant, oui, effectivement, notre premier but était de mettre un coup de projecteur sur le manque d'égalité parentale, et forcément, ça passait par les médias. Donc, ça a été, c'est une des réussites du projet, même si on n'a pas eu que des réussites. Puis, effectivement, la marche, eh bien, oui, c'est éprouvant. Bien sûr, on a dormi à moins 3 degrés dans des tentes, marché sous la neige. Ça a été éprouvant. Ceci dit, on avait une équipe très soudée. On a eu des coups de main de pas mal de maires qui nous ont laissé des salles des fêtes, jusqu'à des choses assez originales, comme des salles de judo, des piscines municipales le soir, des endroits pour nous mettre au chaud. C'était assez original, même voire sympathique. Bon, ils ont été gentils dans la moyenne, c'est ça? Tout ce qui concerne les petits villages, oui. Dès que vous arrivez vers des plus grosses communes ou des grosses villes, c'est plus compliqué. Lyon, par exemple, a fait semblant de pas voir nos mails, ou des grosses villes comme ça nous ont pas trop aidés. Mais tout ce qui concerne les petits villages, bien sûr, oui, ils ont été. Et puis il y a eu des maires, des mairesses, même des mairesses. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas genré, parce que même des mairesses nous ont dit bravo pour votre combat. Ils nous ont mis des salles à disposition. Il y en a qui nous ont fait à manger. Il y en a qui nous ont vraiment, c'était vraiment adorable. Donc, sur tout le long de ce chemin-là, il y a eu le militantisme et puis une grosse découverte de solidarité entre les gens. Malheureusement, on a découvert que cette solidarité aussi venait du fait que le manque d'égalité parentale touche vraiment énormément de monde, même plus de monde qu'on ne l'aurait pensé. Et puis là, on n'est plus sur des chiffres, on n'est plus sur des pourcentages, on est sur des rencontres réelles. Forcément, on touche plus. Beaucoup de mamans seules nous ont logés, voire même des gens lambda qui nous ont contactés pour nous loger dans leur appartement. Vraiment adorable. Donc, une grosse solidarité, ce qui nous a fait vraiment du bien. On a quand même été très soutenus par le milieu associatif et ça aussi, ça a été important pour nous. On s'est senti représenter le milieu associatif entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vrai que les 3 revendications qu'on a choisies étaient les 3 revendications les plus majoritaires dans l'ensemble des communes, dans les associations. Tu peux nous les rappeler ici? Bien sûr. Donc, nous marchons également
pour promouvoir la résidence alternée, parce qu'effectivement 12% c'est complètement ridicule et on est très en dessous de tout ce qui se fait au niveau européen. On marchait pour l'amélioration des lois ou l'application des lois contre les non-représentations d'enfants. Donc, je rappelle, il y a 4% de condamnations en termes de non-représentation d'enfants, ce qui est complètement ridicule. Et de nouvelles lois contre l'éloignement géographique, qui est un concept encore très peu étudié en termes de loi. Donc, on marchait pour ces 3 revendications-là, qui sont des revendications plus ou moins communes à toutes les associations. Donc, on a été très soutenus au niveau associatif. Donc, cette marche s'est bien passée. On est arrivé à Paris. Une grosse manifestation arrive à Paris. Donc, le jour où on est arrivé à Bastille, où là, vraiment, c'était assez sympa. C'est-à-dire que tous les gens avec qui on parlait sur les réseaux pendant la marche, on a pu les voir en vrai. Il y a eu des contacts humains. Il y a eu un rassemblement d'associations assez sympathique. Il y a eu 3 députés qui ont marché avec nous, qui ont fait la manifestation avec nous. Donc, cette manifestation allait de Bastille à l'Assemblée nationale. Et une fois arrivés à l'Assemblée nationale, nous avons été reçus à l'Assemblée nationale par plusieurs députés, notamment Lionel Cos, qui était l'instigateur de cette réception. Et là, on a découvert que, au niveau des députés, ils sont très touchés. On sent qu'il n'y a pas une grosse différence entre nous et les députés. Certains députés, d'ailleurs, il me semble que Christophe Aron s'était vu refuser son droit de visite la veille de la manifestation. Donc on l'a diffusé en décembre, effectivement. Il dit lors de son discours qu'il a perdu ses droits uniquement la veille de la manifestation parce que la justice privilégie le conflit et ceux qui ne veulent pas d'arrangement et de conciliation, en fait. Tout à fait. Donc, on a senti une grande écoute et une réelle volonté de savoir ce qu'ils pouvaient faire sur le sujet. Alors, à la fois, ça c'était plaisant, à la fois, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un manque de connaissance des chiffres et de la situation concrète sur le manque d'égalité parentale des députés. Ça, on avait on pensait pas, mais finalement, on avait comme pour mission d'expliquer l'état des lieux de l'égalité parentale en France à ces députés. Et ça a été étonnant pour nous. On pensait pas que c'était le but. Donc on s'est senti, au niveau de cet entretien à l'Assemblée nationale, on s'est senti écouté. On a senti une réelle volonté des députés de savoir ce qu'ils pouvaient faire. Ceux qui étaient présents, de toute manière, c'était un choix. Donc forcément, c'est qu'ils étaient sensibles à la cause, voire même acquis. Il y avait pas un seul député ou une députée qui était là et qui n'était pas favorable à cette présidence alternée, qui n'était pas favorable aux 3 revendications qu'on menait. Et nous avons été reçus également au ministère de la Santé par un conseiller de M. Adrien Taquet. Donc ça, c'est vraiment la personne qu'on visait depuis le départ de la marche. C'était M. Adrien Taquet, secrétaire d'État aux familles, qui pour nous était la personne qui correspondait le plus dans le gouvernement à la situation précise. Nous avons eu une conseillère de M. Dupond-Moretti qui était présente au premier rendez-vous, qui représentait le ministère de la Justice. Donc il y avait 2 ministères autour de la table. Pour faire un bilan concret, le ministère de la Santé était vraiment un ministère qui a cherché, d'ailleurs je vous le dirai après, mais ils ont fait quelque chose de concret. Donc c'est vraiment un ministère qui a cherché à faire quelque chose, à travailler sur le sujet. On a eu 2 rendez-vous en tout avec eux. Le premier était vraiment une discussion sur ce qu'on peut faire, et la seconde, ils nous ont expliqué ce qu'ils ont fait. C'était le premier rendez-vous, et donc on s'est senti. Au niveau du ministère de la Santé, on a été très ravis, chose qui n'est pas forcément le cas au niveau du ministère de la Justice, qui en fait n'a qu'un but, c'est de préserver sa liberté et préserver sa liberté. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas été entendu. Alors au premier rendez-vous, on a évoqué beaucoup de prévention avec le ministère de la Santé. Ils étaient très sensibles à cet axe-là, c'est-à-dire le ministère de la Santé considérait qu'une fois qu'il y avait des accords et un jugement, il ne pouvait pas faire grand-chose. Par contre, il pouvait faire quelque chose en termes de prévention avant cette séparation pour promouvoir la coparentalité et la façon de se séparer la plus correcte possible. Donc, pour le ministère de la Santé, c'était l'axe. Et pour le ministère de la Justice, il nous avait promis des chiffres récents et détaillés à travers une étude, puisque comme vous le savez tous, les chiffres les plus récents sont de 2019 et encore, il y a très peu de chiffres. On va jusqu'en 2015 pour avoir des chiffres vraiment détaillés, voire même jusqu'en 2013. Donc on se base sur des chiffres qui ont maintenant 10 ans, qui ne sont plus en accord avec la société actuelle. Donc la conseillère de M. Dupond-Moretti nous a garanti qu'on allait avoir, en mars ou avril, une étude détaillée des chiffres sur la coparentalité et l'égalité parentale. Voilà. Une nouvelle, ok. Enfin, ça, c'était au premier rendez-vous de décembre. C'est passé un rendez-vous. Une promesse, on va dire, d'accord. Bon. Oui, à demi-mot. C'est passé un rendez-vous le 11 mars, où là, on devait faire un bilan. Donc, est arrivé le ministère, et en plus, dans ce rendez-vous du 11 mars, nous avions une représentante du ministère de l'égalité homme-femme. Femme-homme, pardon.
parfait. C'est pareil, c'est égalitaire, c'est dans les deux sens, hein, ça marche Ah, pas. attention, ouais, mais ils ont un nom qui tienne vraiment beaucoup, ils nous l'ont rappelé pendant le rendez-vous. C'est le ministère de l'égalité femmes-hommes. Donc, c'était assez intéressant. C'est la première, à ma connaissance, et je crois que c'est le cas, c'était la première fois que 3 ministères étaient autour de la table pour parler de l'égalité, du manque d'égalité parentale. Et alors, au niveau du ministère de la Justice, ils ont sorti un fascicule sur la coparentalité qui est aujourd'hui distribué par la CAF depuis 2 semaines, il me semble, 1 semaine et demie, 2 semaines. Fait une grosse dizaine de pages et qui est en termes de prévention assez satisfaisant. Maintenant, la prévention c'est bien, mais on est quand même là, nous, parce qu'il y a 20% de couples qui se séparent en mauvaise entente, et c'est ces 20%-là dont les enfants sont victimes qu'il faut arriver à traiter avec justice et équité, et malheureusement ce n'est pas le cas. Donc pour la prévention, on est plus ou moins content. Il y a eu quelque chose de concret, ce fascicule. Donc le ministère de la Santé a joué son rôle, il ne pouvait pas faire grand-chose de plus, c'est pas le ministère de la Justice. Donc pour le ministère de la Santé, nous sommes assez satisfaits. Seulement évidemment, vous pensez bien que ces marches, ces 800 km faits avec dans la difficulté, dans le froid, évidemment, c'est les lois qu'on visait. Donc ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, qui était représenté par une conseillère de Monsieur Dupond-Moretti, est arrivé. Faute d'avoir des chiffres récents, comme elle devait nous donner, on a eu un audit européen qu'on connaît tous, les chiffres italiens, et, enfin voilà, hein, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique. En fait, les chiffres qui nous ont été donnés étaient exactement les chiffres qu'on connaît tous. Donc, elle a fait plutôt un état des lieux de la chose. En Europe, mais ce sont des écosystèmes différents. On a quand même eu une belle phrase qui disait, c'est vrai qu'on est à la traîne, mais bon, au-delà de ça, rien. Voilà. Le ministère de la Justice a tout fait pour... on a même eu droit à une phrase qui disait, couper l'enfant en deux n'est pas une solution. Oui, non, mais ça, c'est dans la continuité de ce qu'on a vécu durant tout ce quinquennat. Rappelle-toi, tous les projets de loi nous on en a co-signé quelques-uns. On a vu l'échec, la tombe. On a vu ensuite les projets de loi où nous étions à plus de 23 associations, 23 ou 25, une très grosse vingtaine, à co-signer quelque chose avec Madame Opelt, qui n'a même pas été débattu. Parce que sur demande du ministère de la Justice, d'ailleurs, il a été retiré avant discussion. Il y a eu aussi 3 tentatives, dont ici on a parlé avec beaucoup d'espoir, mais pareil, qui n'ont pas été présentées. Le ministère de la Justice et cette législature, ce gouvernement, ne semblent pas du tout porter vers ces problématiques d'égalité, d'équité parentale et englobons un petit peu de défense des droits parentaux. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Damien Meurant, je crois que la marche des pères s'est renommée. Tout à fait, donc en marche pour l'égalité parentale. D'accord, tout à fait. Donc vous allez faire Paris-Strasbourg l'an prochain avec l'espoir d'être reçu, cette fois-ci au niveau de la CE, de l'Union européenne. Alors là, on vise vraiment les institutions. On reste sur nos 3 revendications initiales, bien sûr. On ne veut pas trop s'en éloigner. Ceci dit, on veut vraiment intervenir sur la CIDE, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, qui écrit très bien que la coparentalité et le fait de voir les 2 parents de façon équitable est important pour le bien-être de l'enfant. Oui, on a signé un traité disant que l'enfant est supposé avoir accès à ses 2 parents. Bon, c'est une grande tarte à la crème parce que personne ne l'applique, mais ce traité existe. Dis-moi, est-ce que tu ne penses pas que cette lutte pour l'égalité et l'équité parentale rejoint en fait la défense pour les droits parentaux qui, d'une manière plus globale, sont extrêmement attaqués. On a beaucoup de scandales par rapport aux services sociaux. Est-ce qu'en fait, la défense de notre combat, est-ce que c'est pas la défense de la parentalité tout court ? Alors effectivement, nous sommes pas mal approchés par les collectifs ou associations qui défendent les placements, enfin qui luttent contre les placements abusifs pour être plus juste. En ce qui nous concerne, nous, on pense que c'est pas réellement le même combat. Alors bien sûr, il y a des ponts, c'est-à-dire que ça concerne le bien-être de l'enfant, ça concerne aussi les parents. Non, mais je veux dire, le droit parental, la parentalité, c'est le droit d'un enfant d'être éduqué par ses parents. Et effectivement, l'institution actuellement, soit par le dénigrement de la résidence alternée, ou la sacralisation d'un des 2 parents, ou l'affaiblissement de ses droits parentaux, fait que quand tu es parent aujourd'hui, qui véritablement éduque l'enfant ? Est-ce que ce sont les décisionnaires, l'institution, ou est-ce que c'est le parent ? Quelles sont ces barrières qui empêchent le parent d'élever ses enfants ? Tu vois, on peut globaliser un petit peu philosophiquement. En fait, on reste sur le fait qu'on part du constat qu'avec les revendications qu'on porte, on précise bien que ça doit être appliqué sauf carence ou violence avérée. Et le problème... Avéré, démontré, tout à fait, là nous sommes d'accord. Avéré, on ne parle pas d'accusation, là on parle vraiment de condamnation. Le problème avec le placement d'enfants, d'ailleurs il y a eu des études qui ont montré que 50% des placements d'enfants étaient abusifs, c'est pas nouveau, effectivement c'est un gros problème. 70% d'après la dernière commission, mais je ne parle pas forcément des placements, moi je parlais de l'attaque à l'autorité parentale dans le monde occidental, si tu veux, qu'on a fait des comparaisons entre différentes cultures africaines, asiatiques et autres. Nous avons en Occident de manière générale un affaiblissement des droits parentaux, de la fonction
fonction éducative des parents pour diverses raisons. C'est pour ça que je voulais globaliser un petit peu. Alors, si on part vers la philosophie, la question serait, est-ce qu'on est parent à la naissance de l'enfant ou est-ce qu'on est parent momentanément? C'est-à-dire, on est parent jusqu'à la séparation, on est parent jusqu'au placement. Qu'est-ce que être parent? Absolument, absolument. C'est tout à fait ça dont il s'agit, je pense, oui, parce que, regarde, nous avons l'autorité parentale de fait quand nous reconnaissons l'enfant à la naissance, mais dès que nous allons dans un commissariat pour se plaindre de quelque chose, on nous demande, avez-vous un jugement? Or, le jugement n'attribue pas l'autorité parentale, il ne fait que la reconnaître. Tout à fait. Normalement, elle va de soi avec la naissance de l'enfant et la reconnaissance de la parentalité. Absolument, absolument. Ouais. Effectivement. C'est là où aujourd'hui, moi j'ai un exemple bien triste. J'ai un fils de 18 ans. La dernière fois, je lui disais en rigolant quand est-ce que je serai grand-père, et il m'a répondu, moi je veux pas d'enfant parce que je sais pas, ça se trouve un jour je verrai plus mon enfant. Voilà, on en arrive là, c'est-à-dire que là il y a une génération qui est en train d'arriver qui a subi cette philosophie du rôle de parent très compliqué, traité par la justice d'une façon inégale et injuste. Et aujourd'hui, on a une génération qui a vécu ça en tant qu'enfant et qui arrive aujourd'hui et qui a du mal à se construire en tant que parent, qui a une vision de la parentalité qui est biaisée, correspond à cette injustice que malheureusement la justice est censée faire. Ah oui, nous voyons arriver aussi dans les psychologues, dans les juges, on voit arriver des gens dans l'institution qui n'ont pas été élevés par leur père, qui n'ont quasiment jamais connu leur père, ou qui eux-mêmes ne veulent pas forcément avoir d'enfants et qui viennent juger comment doivent fonctionner les familles des autres. Ouais, c'est assez embêtant. Ouais. Alors nous, on a eu la chance, on est arrivé le 17 décembre à Paris, lors de la dernière marche, et il me semble que c'était le 15 décembre, si je dis pas de bêtises, où les magistrats avaient fait une manifestation à Paris. Il manquait de moyens, donc nous sommes déplacés, on a envoyé 3 membres de chez nous pour aller discuter avec eux. Et c'était assez insolite comme discussion finalement. Bon, c'était des discussions off, bien entendu, mais assez insolite, c'est-à-dire que finalement on se rend compte que aujourd'hui, et ça n'engage que moi, cette parole-là, mais en ce moment, la justice ne veut pas se pencher sur l'égalité parentale. Pour moi, la seule chose qu'elle essaye de défendre, c'est son indépendance et sa liberté. Et aujourd'hui, c'est là où il y a des complications, s'entretenir avec des responsables ou des représentants du ministère de la Justice, c'est que ils nous écoutent mais ils nous entendent pas. On parle notamment de l'intérêt supérieur de l'enfant. Bon, on a tous compris que aujourd'hui, malgré que cette phrase soit dans tous les jugements, ce n'est pas du tout ce que recherche le magistrat quand dessus sur les situations, malheureusement. Et voilà, aujourd'hui, la priorité pour la justice n'est pas le bien-être de l'enfant, malgré tout ce qui est dit, malgré tout ce qu'ils veulent prétendre. Aujourd'hui, la priorité de la justice est de garder sa liberté et son autonomie, quoi. C'est navrant. Ce sont des échos qu'on entend passer régulièrement. La chancellerie avait demandé son indépendance il y a quelques années. On en avait parlé ici aussi. C'était d'ailleurs un grand sujet d'étonnement parce que les lois sont votées à l'Assemblée nationale par les représentants du peuple, me semble-t-il. Et normalement, les juges sont là pour les appliquer, non pas pour les créer. Mais effectivement, nous avons du mal, nous, à comprendre pourquoi à chaque fois que l'on dit que la justice, forcément, ne suit pas l'évolution de la société contemporaine, n'applique pas les lois qui ont été votées au Parlement, la réponse que nous entendons en permanence, c'est « la justice est indépendante ». Donc là aussi, il y a une problématique qui se pose. Qu'est-ce que l'indépendance? Pourquoi ils veulent l'indépendance alors que les lois sont censées être créées à l'Assemblée nationale à Paris? Alors, ayant conscience de exactement ce que tu viens de dire, il y a possibilité de garder son indépendance et sa liberté tout en ayant un cadre. Et à partir du moment où il y a un cadre, ça peut être jouable. Le problème, c'est qu'ils veulent pas de cadre, notamment en définissant légalement ce qui est l'intérêt supérieur de l'enfant, qui n'est pas défini légalement. Tarte à la crème qui est définie nulle part et on demande juste de l'appliquer. Oui, absolument. Ouais. Tout à fait. Donc c'est un terreau propice à que chaque juge utilise son prisme personnel, ses croyances, son histoire, son avis personnel pour statuer. Et malheureusement, c'est pas du tout ce qui devrait être fait en termes de justice. Normalement, la justice doit appliquer les lois en ayant le plus d'objectivité possible. Donc, moi, je me souviens de discussions, notamment dans l'élaboration de PPR, de propositions de loi, c'est-à-dire des lois proposées par l'Assemblée, non pas par le gouvernement, où nous cherchions les bons intitulés de modification du code civil ou du code pénal pour éviter les interprétations et donc l'irruption d'idéologies qui iraient contrer la décision qui a été prise de l'élaboration de la loi. Je me souviens de discussions comme celle-là. Tout à fait. Alors, on a la chance, là, en ce moment, d'avoir une PPL qui nous rend un peu optimistes, c'est-à-dire qu'on a même entendu dans le ministère qu'elle faisait consensus. La 2002-308. Alors, elle est quand même soutenue par 60 sénateurs, donc qui est un record aujourd'hui. Aucune PPL n'a jamais été autant soutenue à sa sortie.
On sent quand même qu'on est sur le bon chemin. On sent que c'est une chose qui va arriver. C'est une question de temps. Effectivement, plus on milite, plus elle arrivera vite. Mais aujourd'hui, on sent que les PPL se succèdent, que les soutiens se succèdent. C'est une évidence qu'elle arrive. Donc, on est optimiste là-dessus. On a un petit espoir qu'elle arrive cette année. Et justement, le timing de notre prochaine action, donc cette marche, est là parce qu'il va y avoir un nouveau gouvernement. Et le but est vraiment qu'ils prennent le sujet à bras-le-corps comme un sujet prioritaire, quoi. On parle quand même là du bien de l'enfant, donc du futur adulte, donc de la société entière, quoi. Donc c'est important. D'où le timing de notre seconde action, vraiment amener le sujet de l'égalité parentale comme un sujet prioritaire aux yeux du gouvernement.